c'était un peu l'aventure, tu vois. T'es Bien jeune, sûr. tu pars à l'étranger. Tout C'était paraît l'aventure. possible, c'est dingue. Ouais, ça a été longtemps ma black box ou mon tiroir que je laisse fermer. Je n'ouvre pas ce tiroir de cette période de ma vie parce que effectivement, cette décision de mon date a probablement été jusqu'à présent l'une des pires décisions que j'ai pu faire pour moi-même. Ça fait partie de ma vie, ce sont mes choix, il faut les accepter et pas les ressasser. Voilà, c'est fait. Move forward. Avance, prends de l'avant et tu peux rebondir. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Parfois, on prend l'avion pour réaliser un vieux rêve et on atterrit dans une vie qu'on n'avait pas complètement prévue. Laetitia a grandi avec l'appel du large, l'Irlande, les premières libertés, l'envie de remettre ça plus loin. Puis c'est New York, la vie d'une au pair, les semaines sans fin et enfin la Floride, la romance façon comédie jusqu'à la boîte noire qu'on n'ouvre pas, l'emprise, les signaux que l'on tait, le corps qui parle plus fort que le reste. Un jour, elle pousse une porte, met des mots sur l'invisible et décide de ne plus subir. Fuir, se relever, recommencer. De job alimentaire à l'hôtel à une reconversion qui a du sens, d'un visa précaire à un quotidien apaisé et d'une identité cabossée à une boussole retrouvée. Aujourd'hui à Denver, Laetitia est UX designer. Et elle nous raconte comment on se reconstruit sans renier ses rêves, mais juste finalement en apprenant à se choisir jour après jour. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go, direction Denver. Effectivement, si j'étais dans un bar avec différents Français du monde, je me présenterais comme étant Laetitia. Je suis originaire de la Marne. Éventuellement, je mentionnerai mon âge, puisqu'à présent, je n'ai un peu rien à faire. Ouais. J'ai 36 ans. Okay. Je suis née en 1989 pour émettre un peu de situation. Je ne sais pas quelle année va sortir le podcast. Oh bah quand même. Non, mais imagine. C'est pas prévu pour 2030. Quelqu'un écoute le podcast d'ici un an, 2 ans. Bon, voilà, ça permet de remettre un petit peu 1989. Je suis originaire de la Marne, comme je l'ai indiqué. J'ai vécu une première expatriation en Irlande que j'ai adorée. Et c'est pour ça que j'ai voulu retenter l'aventure aux États-Unis. C'est un peu différent, mais c'est très bien aussi. Et actuellement, j'habite dans la région de Denver, dans le suburb de Denver, et je suis UX designer pour une firm, je ne sais pas comment on dit ça en français. Une entreprise dans l'investissement financier, après avoir changé de carrière. Donc voilà. Trop bien. Suis mariée sans enfant. Et avec 2 chats qui nous tournent autour. Exactement. Oui, ils vont rôder, ils vont essayer de voir. Ils vont peut-être essayer de participer un peu aussi. Peut-être, c'est possible. Ça, c'est fort possible qu'ils montent sur la table. Oui, ouais. Et bienvenue Laetitia. Merci. Et merci beaucoup de prendre le temps pour parler avec moi. Je suis contente qu'on ait l'occasion. Tu nous as un peu fait un sommaire en fait de plein de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, j'aime bien procéder de manière chronologique. Je trouve que ça permet un peu de se situer puis de comprendre un peu l'évolution de la personne. D'accord. Tu me disais que tu viens de la Marne, que ta première expérience à l'étranger, c'était en Irlande. T'avais quel âge? Et avant de partir, en fait, comment est-ce que cette opportunité s'est présentée à toi? J'avais 21 ans, fraîchement 21 ans, il me semble, puisque je pouvais boire légalement. Non, 20 ans. Pourquoi en Irlande, il y a un âge aussi comme aux États-Unis Je sais plus, ça fait déjà tellement longtemps, 15 ans. Mais oui, je suis partie après mon BTS. Dans quel domaine? J'ai fait un BTS en négociation relations clients. Je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie et c'était un peu plus simple, un peu plus général. Les grandes études, ça me branchait bien. Malheureusement, j'habite à 1 heure de la ville qui proposait une université. Financer l'appartement, la voiture pour mes parents, c'était un peu trop. Donc le plus idéaliste, moi qui voulais faire des études, c'était de me lancer dans un BTS en alternance, de pouvoir financer en parallèle. Mais j'ai toujours voulu partir à l'étranger depuis que j'ai 10-11 ans. Je me
souviens. Comment ça se fait? J'en ai aucune idée. Tu sais pas d'où ça t'est venu, cette envie? J'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. C'est vraiment... j'ai fait un peu la rétrospection récemment de ma vie pour voir... tu vois, tu traverses toujours un peu les crises certaines crises existentielles. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je me pose assez régulièrement pour faire le point avec moi-même. Et j'ai réalisé ça récemment. Mais en fait, depuis que j'ai 11 ans, j'ai toujours toujours voulu aller à l'étranger. T'avais pas de modèle dans ton entourage, de pas gens du tout. Non. C'est marrant. D'un milieu. Mais ça faisait partie de ton champ des possibles dans ta... champ des possibles. Alors, pas du tout, parce que mes parents, financièrement, ne pouvaient pas du tout m'offrir ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu faire un échange culturel, un été à l'étranger. Ouais, c'était budget, ça. Ouais, c'est très cher. C'est un peu comme EF, International School. À l'époque, je regardais Wes, et puis tu sais, genre les catalogues. Oui, c'est ça. J'adorais ça, moi aussi. Mais c'est ça, je demandais à ma mère de m'acheter un timbre que je puisse envoyer la demande de prospectus de catalogue. Et voilà, c'était un peu comme Noël, recevoir le catalogue, c'était un peu comme Noël. Et je rêvais, je feuilletais les pages, je me disais, mais en fait, oui, le Pérou, ça me brancherait bien de faire des cours d'espagnol au Pérou. Mon niveau d'espagnol était inexistant, tout comme l'anglais pendant pas mal d'années. Mais ouais, ça a été un long rêve. Donc, fast forward, moving forward, arrivé à l'âge un peu plus adulte, je savais qu'il fallait que je continue mes études, que je sois un minimum diplômée. Ça, c'était un peu l'impératif de mes parents. Puis ça facilite les départs aussi, si tu veux. T'as toujours ça en tête. Oui, c'est ça. Ouais. Après, j'ai éventuellement exploré pour faire le lycée à l'étranger. Même problème, c'est financièrement très difficile. Donc voilà, j'ai eu l'impératif de mes parents, finis tes études et après on en reparlera. D'accord. C'était un peu le mot régulier. Ouais. Donc j'ai fait mon lycée, j'ai gradué mon lycée, mon BTS, et ensuite après mon BTS, j'ai mis tout en place. J'ai essayé de explorer mes options. J'ai commencé à faire une licence. J'ai voulu faire une licence parce qu'ils ont des programmes d'échange universitaires. Sauf qu'en ayant un BTS, les portes sont assez fermées quand même. D'accord. C'était assez compliqué. C'est sur sélection, après les transferts de BTS vers le L3. Très, très sélectif. Et il y a même pas de sélection. C'est généralement, j'ai eu plusieurs entretiens avec des deans de l'université. Les doyens? Ouais, les doyens, merci. Qui m'ont, non, vous avez un BTS. Il faudrait que vous refassiez un DUT et ensuite on explorera ou alors une deuxième année de DUT et ensuite vous pouvez passer en licence. Donc voilà, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé un programme à l'époque, il me semble que ça s'appelait Léonard da Vinci, programme d'échange culturel qui était offert par ma région Champagne-Ardenne. Donc j'ai fait les démarches avec ma conseillère, qui était vraiment génial. C'était offert aux jeunes diplômés qui avaient du mal à s'insérer dans la vie active. Ouais. Alors j'avais un job d'été qui s'est prolongé en job de longue durée. Attendant quoi. Je travaillais dans un bowling, donc je faisais tout ce qui était administratif, compta, gestion commerciale. Donc c'était mon BTS en alternance, mais c'était vraiment pas ma direction professionnelle. Mais après pas mal de rendez-vous avec ma conseillère, je me suis envolée pour l'Irlande en octobre. Il me semble 2009. Ouais, t'es de janvier, t'avais 21 ans. Ouais, oui, c'est ça. T'es allée avoir 21 ans. J'avais 20. Ouais. T'as eu 21 ans en janvier 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Très bien, très bonne note. Je suis en forme. Pourtant, il est 17h. Je m'y attendais pas. Mais en fait, c'est super intéressant quand tu vieillis. T'as vraiment du mal à remettre les dates en perspective. Tu sais que c'est arrivé. T'étais jeune. Mais quel âge t'avais? Alors là, par contre, j'en ai aucune idée. Mais oui, donc j'ai atterri à Cork. T'as choisi du coup l'Irlande juste pour comprendre? J'ai choisi l'Irlande. Tu pouvais choisir dans ce programme-là? J'avais un petit peu de choix. Malte. C'était l'Europe? Oui, l'Europe uniquement. C'est un programme d'échange culturel européen qui est en partenariat entre les régions de France, certaines régions de France. Je serai habitante de la région Meuse-Lorraine. Je n'aurais pas eu accès à ce programme. Donc, super. Donc, t'étais peut-être un peu paumée là où t'étais, mais t'étais au bon endroit quand même. Écoute, je ne l'ai pas dit. Je suis Tu l'as dit un peu à demi-mot au début. J'ai énormément de gratitude, franchement. Oui, alors je suis née dans la Meuse. Ça y est. Maintenant, tout le monde va le savoir. C'était quelque chose que je garde privé.
Mais ça y est, maintenant, c'est officiel. It's out. Voilà. Je suis née en Meuse et j'habite en Marne. Alors, merci mes parents de m'avoir permis d'avoir, d'être dans le côté Champagne-Ardenne, une région un peu plus riche et qui permet un peu plus d'ouverture de portes professionnelles, scolaires. Donc voilà, super, super grateful for that. Et alors, du coup, tu arrives à Cork pour faire quoi? Enfin, tu vois, l'échange culturel, c'est pour faire quoi? C'est quoi le programme? J'ai pu choisir le domaine professionnel dans lequel je voulais travailler. Enfin, choisir en Irlande. Donc, tu vas pour bosser? Ouais, j'y vais pour travailler. Ouais. Okay. J'aurais voulu y aller pour faire un échange étudiant, mais c'était tellement rocky, tellement difficile. J'ai tellement eu d'impasse. En fait, tu pivotes et tu te réorientes sur autre chose. Ouais. Et ça marche, ça fonctionne. Trop bien. Voilà, faut être déterminé. Voilà, ouais. Ça, c'est un peu le synonyme de... J'ai l'impression de ma vie. Des 20 dernières années. Ouais, faut être déterminé, faut pas lâcher, faut continuer, faut persévérer. Ouais, la persévérance. Et oui, j'y suis allée pour travailler. J'ai pu choisir plus ou moins mon domaine professionnel, mais c'était assez restreint parce que l'Irlande, à l'époque, il n'y avait pas énormément de domaines économiques qui recrutaient des jeunes fraîchement étudiants. J'aurais eu plus d'accès en Angleterre, mais je voulais pas l'Angleterre, je voulais un pays, Pourtant, je voulais fuir un peu ma campagne, mais je suis allée en Irlande pour avoir plus de campagne. Ok. Donc voilà. Pourquoi pas? On n'est pas un pareil exprès. Hein. On en fait tous. On en est tous. No judgment. Ne me jugez pas. Non, en fait, mes choix n'ont aucun sens, ne donnent pas de sens du tout. Moi, j'y suis allée pour travailler. J'ai eu un mois de cours de langue pour me familiariser avec l'anglais. C'était quoi ton niveau d'anglais avant de partir, justement? Mon bac, je me suis plantée fortement en anglais au bac. J'ai eu un 4/20 alors que j'avais ma langue, j'avais pris option anglais. Enfin bref, une catastrophe, quoi. Ah mince, okay. J'avais de bonnes notions à l'écrit, mais pour faire des synthèses sur des sujets économiques et politiques, c'était toujours un peu plus difficile. Ouais. Mais écoute, je suis arrivée en Irlande, effectivement, je pensais pouvoir bien négocier, mais j'ai pas pu aligner 2 mots. À l'époque, il y avait pas de téléphone. Il y a des accents aussi, des trucs. C'était tellement dur. Mais en fait, ça te permet vraiment d'apprendre l'anglais de manière la dure, plus compliquée. T'es en plein dedans. Voilà, exactement, la plus compliquée possible. Ouais. Et puis, une fois que tu as réalisé que l'accent irlandais était négociable, que tu pouvais le comprendre, tu peux comprendre quasi tout. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a facilité. L'écossais est peut-être un niveau encore. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, des fois, j'entends des gens parler irlandais, je me dis, c'est un accent irlandais? Ah ben je le comprends. Génial. Des fois, j'hésite, je me dis, c'est un accent irlandais ça, parce que je le comprends. Mais non, c'est franchement. Et les gens étaient tellement adorables. C'est vrai. C'était tellement... Oh là là. Du coup, c'était ton premier grand voyage aussi, parce que tu disais que tu n'avais pas eu trop cette opportunité-là. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu t'es préparée à tout ça? Tu dis 2009-2010, t'as pas le smartphone dans la poche, non. Même si t'en avais un, il y avait pas toutes les applis même qu'il y a aujourd'hui. Comment ça se passe? J'avais les vieux téléphones de l'époque. Je crois que c'était le slide que j'avais à l'époque. Ah oui, la classe. T'étais très in. Écoute, mais non, mais moi, c'était enfin, ça y est, je pars. J'ai réussi. Non, pas forcément j'ai réussi, mais enfin, je réalise un projet que j'avais en tête depuis pas mal d'années. J'ai toujours voulu être confrontée aux différences de culture, rencontrer des gens d'autres horizons, et explorer explorer comment les gens vivent ailleurs, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. C'était vraiment découvrir d'autres perspectives. Trop bien. Et donc, tu pars pour combien de temps? C'était quasi 1 an, 9 mois. C'était 9 mois. Ok. Donc quand même, t'as le temps de bien t'immerger quand même. Oui, c'était de octobre à juin, une petite année scolaire, un peu comme la culture américaine. Mais c'était un synonyme de liberté, d'excitation. Je vais enfin être au centre de ce qui me palpite, la diversité, les cultures. Et l'Irlande, à l'époque, avec les call centers, avait énormément de diversité des gens du monde entier. Même à Cork, venaient. Il y avait les call centers Apple. Et il y a une des entreprises Apple à Cork. D'accord. Donc, on avait énormément. C'était tout du plein. À Cork, on avait Apple. Donc, c'était vraiment génial. Il y avait d'autres entreprises.
Et t'as fait quoi alors comme job? J'ai travaillé à EF Language School. Ah, d'accord. Donc voilà, l'école, le centre de voyage que je voulais faire, les centres de voyage, l'institution qui aurait pu me permettre de voyager. Je n'ai pas pu y accéder financièrement, mais j'y ai travaillé. Trop bien. Donc c'était vraiment génial d'être dans l'arrière-boutique de la compagnie à Dublin et de rencontrer des étudiants de partout du monde entier. Et de recruter des familles d'accueil irlandaises, d'aller chez eux, de parler, de rencontrer, d'être... donc au cœur de l'action. Ouais, c'était génial. Ouais, franchement, c'était... Qu'est-ce que tu retiens de ces 9 mois là-bas? La témérité. Oui, ça a été difficile, malgré que ce soit pas si loin. À l'heure actuelle, être aux US, l'Irlande, c'est la porte à côté. Tu peux prendre un avion et rentrer en France en 1h30, 2 heures. Ouais. En comparaison des US, tu veux dire? Ouais. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Et c'est pour ça que l'expérience, peut-être aux USA, était un peu plus simple. Parce que j'avais déjà eu cette confrontation avec une culture différente, devoir t'adapter à une façon de faire, de vivre qui n'est pas tout à fait la tienne, qui ne te correspond pas. Tu es un peu en conflit avec ce que tu as été confronté tout au long de ta vie. Là, t'es en conflit, tu dois t'adapter à une nouvelle façon de faire. Bien sûr. Donc j'y retiendrai de la témérité, mais en même temps une ouverture d'esprit et une envie d'explorer davantage. C'était le début du commencement. C'est genre tu mets ta cuillère dans je sais pas pourquoi cette image me vient. dans un saladier de mousse au chocolat, mais tu n'as pas envie de t'arrêter à une cuillère. Non. C'était vraiment génial. Ouais. Les gens, j'ai été confrontée à une culture qui est exceptionnelle, pourtant européenne, mais tellement différente de la nôtre. C'est des gens tellement positifs. Donc très anglo-saxon là-dessus, peut-être aussi. C'est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu mis tout le monde dans le même panier en me disant, l'Amérique, ça va être pareil. Ils parlent anglais. Et oui, effectivement, au démarrage, je mettais tout le monde dans le même panier en me disant, ça va être génial. Les gens vont être comme les Irlandais, accueillants, super transparents, vraiment willing to help ou volontaire, vraiment être là pour toi. Et je suis toujours en contact avec des familles d'accueil irlandaises. C'était pas mes familles. Ouais. Je n'ai pas vécu avec eux, mais j'ai tellement accroché. C'est quelque chose de fort. Ah ouais, complètement. Même avec des étudiants, j'ai encore une étudiante japonaise avec qui je suis en contact. Génial. Donc c'était vraiment révélateur et de voir différents horizons, des différentes façons de penser, de faire. Et de struggler, d'être dans la difficulté ensemble, parce que ces étudiants qui venaient du Japon, elle avait aussi pas mal de difficultés à s'adapter. Elle comprenait pas pourquoi on mangeait ci, pourquoi on mangeait ça, pourquoi on faisait ci. Donc on était un peu dans le même bateau et on s'est épaulés. Et alors, du coup, il se passe 9 mois, donc tu as 21 ans bien tassé à la fin de cette expérience. Tu rentres en France. Avec quoi en tête, du coup? Est-ce que tu reviens tout de suite en te disant, bon, il faut retrouver une autre manière de partir ou enfin, tu vois, dans quel état d'esprit est-ce que tu rentres? Oui, je suis rentrée en France un peu déçue. J'ai quand même eu une envie de rester en Irlande, mais les jobs qui m'étaient offerts étaient call center. J'ai eu... Dans les centres d'appel? Ouais, centres d'appel. Il y avait des compagnies d'assurance Alliance. Il me semble qu'il y avait Yahoo à l'époque. Je sais plus. De gros names qui étaient, de gros noms. De trucs de la tech. Beaucoup de compagnies étaient en Irlande, mais c'était des call centers et j'avais un peu plus d'ambition que d'être dans un call center, même si c'était à l'étranger. Certes, oui, ça cochait une case. Progresser dans d'autres trucs, quoi. Plus, D'accord. Et t'aspirais à quoi, justement? Tu savais pas ce que tu voulais faire, mais tu savais ce que tu voulais pas faire. Non, voilà, exactement. Okay. Exactement. C'est une bonne définition, un bon résumé. Je savais que je voulais continuer encore mes études. BTS, c'est pas assez. Une licence, à l'heure actuelle, je te dirais, c'est pas assez. J'aimerais continuer sur un master. Je galère un petit peu, quand même, à rentrer le circuit scolaire en France. J'ai pas envie de dépenser 50 000 ici aux US, mais c'est un autre sujet. Mais oui, je savais que je voulais pas m'arrêter sur un BTS. Donc, je suis rentrée en France avec l'optique de rentrer pour une licence en septembre. Donc, je n'avais que 3 mois pour gérer tout ça. Il me semble que j'ai peut-être dû déposer ma candidature avant. Je me souviens plus vraiment clairement. Mais je suis rentrée pour une licence en septembre. Donc, j'ai refait un an pour valider. Tu avais ça où alors? À Reims. Ok. Ouais, toujours pareil à Reims, toujours en alternance. Ok. Pour pouvoir être indépendante
indépendante financièrement, ne pas être un poids pour mes parents. Et voilà, je suis rentrée en France, je finis ma licence, mais avec toujours profondément cette envie. J'adore la culture culinaire, les paysages et la diversité qu'on propose, notre histoire riche, mais t'as envie de voir autre chose. Ouais, c'est ancré, c'est vraiment indescriptible. Et tes parents, ta famille, t'as une sœur, une sœur et 3 frères. Une sœur et 3 frères, c'est vrai. Ouais. T'es 5 aussi, toi, hein? Ouais, franchement, c'est trop bien que tu sois 5 aussi, parce que c'est pas souvent que je rencontre. À chaque fois, je dis on est 5. Des mêmes parents? Oui. C'est vrai, on me l'a jamais faite, celle-là. On me dit souvent, oh waouh, vous êtes 5, oh là là. C'est l'ancienne génération, ça. Ben non. Non. Donc c'est trop bien. Mais du coup justement, donc tes frères, ta sœur, tes parents, ils comprennent ça, cette envie que tu as de repartir. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être vécu eux aussi, qu'ils ont eu envie de faire? D'ailleurs, t'es à quelle position dans la fratrie? L'avant-dernière. L'avant-dernière. Ouais, il y a eu 3 garçons. Mes parents voulaient absolument une fille. Allez, on va essayer. 4e essai, enfin une fille. Okay. Donc voilà, en plus ils ont eu 2 filles, donc juste après moi ma sœur, donc c'est cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Ce que ma famille pense, c'est vrai que c'est des conversations qu'on n'a pas réellement. D'ailleurs. Ouais, c'est vrai que il y a pas open dialogue, un dialogue ouvert sur le sujet. Je n'ai jamais eu de critique, il n'y a pas de jugement, il y a toujours du support. De là à dire est-ce qu'ils comprennent, je ne suis pas sûre, mais au moins il y a du respect de comprendre ma démarche. Voilà, non. C'est vrai que sur ce point de vue-là, autant on n'est pas extrêmement communicatif envers nos émotions les uns envers les autres, mais il n'y a pas eu on m'a pas rabaissé, il n'y a eu aucune critique. Je pense que mon père est la personne qui soutient le plus. C'est d'ailleurs grâce à lui sans doute que je suis là, parce que j'ai eu ma mère qui a eu un accident cérébral en janvier, juste avant que je parte pour les US. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle était... Un AVC, tu veux dire? Ouais, elle a fait... c'est pas vraiment un AVC, mais on pourrait le comparer à un AVC. C'est une apoplexie d'adénome hypophysaire. Donc, c'est une glande qui a poussé sur son hypophyse pendant des années. Ça s'est jamais... Ça, j'ai jamais vu. Et un jour, pas comme un autre, ça a juste explosé dans son cerveau. Donc, elle a eu quelques jours dans un coma. Donc voilà, c'était assez délicat. J'ai voulu arrêter. Je me suis dit non, mais je pars pas. Maman, elle est à l'hôpital. Elle est restée quelques semaines et elle a beaucoup quand même quelques conséquences. Les séquelles. Ouais, mentales, physiques. Donc voilà, je voulais vraiment arrêter. Je reste ici. Je reste avec ma famille pour supporter, être là et supporter la famille. Et supporter, peut-être pas le mot français, soutenir, c'est ça, soutenir. Je peux pas corriger parce qu'on comprend. D'accord, ok. Et c'est mon père, je me souviens très bien de cette conversation dans la voiture. Il m'a dit non, c'est ton rêve, tu voulais absolument repartir, tu t'arrêtes pas, tu continues, et puis nous, ça va aller, on va gérer, il y a tes frères, il y a ta sœur, tu continues, et puis on verra. Trop bien. Ouais, mais c'était difficile quand même. Bah, j'imagine. Bon, on va y revenir. Alors, du coup, comment, de cette fin de L3, tu te retrouves aux États-Unis? J'ai voulu retenter l'expérience à l'étranger. J'aurais voulu travailler aux États-Unis, sauf que c'était extrêmement difficile et j'ai pas trouvé de job alors, j'ai fait RH. Je suis rentrée en L3 en RH. Vous devriez voir cette tête. Les yeux au plafond. Les grosses joues, le soupir. Écoute, parfois on fait des choix dans la vie et puis ça correspond pas vraiment à son futur, mais bon, c'est comme ça, il faut pouvoir accepter. Malheureusement, cette licence RH me met des bâtons dans les roues même jusqu'aux US parce que les RH, c'est pas un milieu aux US qui existe. C'est des lois très particulières à la France. Les lois d'accord. Alors moi, je faisais beaucoup de compliance, des contrats compliance, des fiches de paye. Donc voilà, tout ça ne s'applique pas. Qui s'exportent pas facilement. Non, ça s'exporte pas. Juste à l'étranger tout court, quoi. Du tout. Bah oui, peut-être dans un pays où il y a des lois vraiment sur les lois de travail, sur des conditions à respecter. Mais ici, aux US, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai fait cette licence, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaie de transférer des crédits le plus possible. Mais c'est vrai que, même 20 ans plus tard, c'est quand même une licence
qui m'a un peu embêtée. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'échanges de visas, de programmes à l'étranger, un VIE, tu peux faire un VIE, mais c'est vrai qu'avec une licence RH, voilà, on m'a un peu envoyé balader. Ah ouais. Ouais, donc voilà, il faut savoir pivoter. La Gold Card des VIE, c'est un peu ingénieur, école de commerce. Bien sûr. Enfin, généralement, oui, généralement, en tout cas, c'est ceux qui... Un peu de finance. C'est vrai que un milieu d'études qui est flexible, suffisamment flexible pour s'exporter. Exactement, ouais. Et c'est un peu le conseil que je donnerais un peu à tous ces jeunes, voilà, de bien analyser ces critères de diplôme pour être flexible sur l'avenir, pas uniquement 5 ans ce qu'on veut faire maintenant, mais aussi ce qu'on voudrait éventuellement faire dans 10 ans, 20 ans. Ouais. Donc voilà, j'ai pivoté, je n'ai pas pu... Après, j'arrive à un âge, j'avais 25 ans quand j'ai voulu repartir. Il y a beaucoup de contrats qui te limitent niveau âge. Donc j'ai pivoté et j'avais toujours en tête cette expérience exceptionnelle avec les familles d'accueil en Irlande. Et je me suis dit allez hop, c'est parti, on va essayer au pair et puis voilà, c'est un peu ma porte pour repartir à l'étranger avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais être consciente aussi professionnellement. Ne pas partir à l'étranger trop tard pour revenir en France, être coincée professionnellement, repostuler à 27, 28 ans pour un peu ma première ou deuxième expérience professionnelle. D'accord. Voilà, je voulais être un peu stratégique. C'est mon toilette de la powder room downstairs qui s'excite tout seul comme ça. C'est ça, la chasse d'eau, elle se tire toute seule. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un cadavre dans les toilettes, les gars. Alors, il faut le dire à Andrew, c'est lui qui est là sur la liste de le refaire. Mais c'est tout... je te jure. Non, mais il faut que mon père arrive dans 3 semaines. Je pense que c'est lui qui me l'a fait. Il y a le frigo aussi qui va se mettre à buzzer d'ici quelques minutes. Oui. Enfin bref. Du coup, tu te dis, bon, moi, j'ai envie vraiment de partir à l'étranger. Je veux pas m'engager dans une carrière où je risque d'être bloquée. Après, ce sera plus difficile de partir. Exactement. Donc, je vais devenir au pair pour pouvoir partir. T'as les États-Unis en tête à ce moment-là ou tu veux partir un peu n'importe où? Oui, j'ai exploré l'Australie. C'était un peu trop loin. T'as envie d'aller loin, quand même. Ouais. En fait, je voulais vraiment une expérience et je voulais aussi du rapport social. Je voulais vraiment être avec les gens. Humain, c'est ça. Oui, pardon, pas social, humain. Je voulais vraiment être en contact avec les gens. J'ai vraiment adoré cette expérience en Irlande, d'être en contact constamment avec la culture locale. Et je voulais absolument être au cœur de la famille, de vraiment explorer, d'être exposée à différentes... Et t'avais l'expérience avec les enfants, justement, à ce moment-là un petit peu, mais sans plus. J'avais beaucoup de neveux, de nièces, donc effectivement, ça facilite un peu. Bien sûr. Mais c'était aussi un tremplin. Oui, j'avais fait beaucoup de stages aussi en crèche. J'ai eu encore une crise existentielle vers 19-20 ans. Je faisais des stages du volontariat dans des crèches. J'ai fait oui, donc tu partais pas de zéro, quand même. Non. Mais ça, en fait, ça me permettait de savoir où est-ce que je veux aller. Ça m'a vraiment... D'affiner un peu. Ouais, d'affiner, mais je savais. Voilà, ça m'a permis d'éliminer ça comme un job. Je voulais pas faire ça comme un job, mais comme un job d'été ou un job temporaire. Mais au pair, comme tu t'engages... Ah non? Ouais, mais c'est pas... Non, pour moi, c'est pas un engagement... Non, c'est pas un engagement de longue durée. Et c'était justement ce que je recherchais. Je voulais quelque chose de temporaire, ne pas m'engager sur la longue distance, que je puisse rentrer en France, me remettre d'appoint dans ma carrière et repartir dans une carrière. Que ce soit une parenthèse. Exactement, une parenthèse temporaire, de un peu être fulfilled, d'être... fulfilled, tu veux, épanoui. Oui, épanoui sur... un peu... cocher la case, j'ai envie de repartir à l'étranger, je le réalise, je rentre en France, ça y est. Voilà, après, je suis contente, je peux passer à autre chose. Quoi. Exactement, c'était un peu le but. Bon, finalement. L'histoire va nous dire que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais non, c'était un peu je voulais une parenthèse et j'avais un bon job en France avant de partir, mais je me trouvais un peu trop jeune pour réaliser ce job sur 30... Parce qu'en France, en fait, de fait d'avoir un CDI, ça te bloque sur le long terme. Ah ouais. Et moi, ça m'apportait beaucoup pas d'anxiété, mais de stress. Ah ouais. Un CDI, ça y est. Je suis coincée. Genre, je suis maquée, quoi. Voilà, je suis coincée. Je reste ici parce qu'en France, on a la possibilité de changer de travail, de postuler ailleurs. C'est assez compliqué. Il faut 2 mois de préavis si ça fait plus de 1 an ou 2 ans que tu es dans la boîte. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'avais un bon job, mais c'était professionnellement, c'était aussi très compliqué. Ma maman, mon job que j'adorais énormément, je venais juste d'être promue et je me suis dit non, la vie est trop courte. Il faut vraiment faire ce que ton gut est en train de te dire. Il faut partir. Et là, tu avais tous les signaux qui te disaient je vais partir à l'étranger.
l'étranger. Et alors, du coup, tu fais quoi? Tu te rapproches d'une agence d'au pair? Ouais, j'ai contacté plusieurs au pairs pour valider que c'était vraiment la direction que je voulais prendre. Donc, des au pairs, tu les as trouvés comment? Sur Facebook. Il y avait beaucoup de groupes. Il y a toujours des groupes Facebook. C'était pas autant connu à l'époque, mais ouais, tu trouves toujours. C'est vrai que Google était là. On était en 2013, 2014, donc voilà, il y a quand même Internet. Hein. C'était pas encore là à l'époque. Oui. Non, mais c'était sûr que les smartphones, bon, ça va, on avait un smartphone à l'époque. L'Irlande, c'était une période différente. Mais ouais, je contacte des au pairs, voilà, j'échange avec eux de leur quotidien. Exactement, ouais. Je me dis, ouais, c'est, ça te confirme que c'est ce que tu as envie de faire? Ouais, j'ai envie de faire, en fait, c'est l'approche à l'heure actuelle. J'ai pas énormément de portes ouvertes. Ma licence me bloque. Je peux rien faire professionnellement. Je peux pas vraiment, ou alors, je vais travailler dans une ferme en Australie pour ramasser des pommes, voilà, des choses comme ça. Mais toi, tu voulais de l'humain. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a énormément attirée. Donc je lance mon application, ma candidature en janvier, juste avant que ma maman, bref, et je pars en août 2014. D'accord. Ok. Donc 6 mois, 9 mois, ouais, quasi 9 mois. Ouais. Et j'ai trouvé une famille à New York, voilà, très. New York City? New York, ouais, Long Island, dans la banlieue de New York. Okay. Ouais. Donc j'avais plus San Francisco en tête, mais je voulais pas mettre mes bias, mes préférences. Je voulais vraiment avoir un feeling avec la famille. Ouais. C'est plus important, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que vivre avec eux. Exactement, ouais. Et la famille était très terre à terre, d'un milieu modeste comme le mien. Donc je m'identifiais énormément. C'était pas bling bling, c'était vraiment la famille. D'ailleurs, ils avaient une famille très nombreuse également. Ah ouais, ils avaient combien d'enfants? Alors eux, ils étaient 4, mais il y avait énormément de cousins, cousines se rassemblaient quasi tous les week-ends avec les cousins, avec les 4 enfants de la famille. Les grands-parents vivaient avec les parents dans la maison, dans une dépendance juste à côté. Mais voilà, on était toujours tous ensemble et quasi tous les week-ends, tous les frères et sœurs venaient comme un peu ma famille avant que je parte. On se rassemblait tous les week-ends, boire le café, voilà, raconter les news. Mais c'est vrai que j'avais, ça me confortait d'être dans une famille américaine qui avait un peu les mêmes valeurs que les miennes. Ouais. Donc, alors, comment se passe cette arrivée? Alors, parce que du coup, t'es jamais allée aux États-Unis? Non, pas du tout. Ça a été, alors, les premières semaines, obviously, bien entendu, super excitée, contente d'être là. J'avais un peu des attentes très élevées. En fait, je veux penser revivre mon expérience en Irlande. C'est dangereux de comparer, mais on peut pas s'en empêcher. Non, c'est vrai que, et je pense que j'avais pas le recul. Ben voilà, j'étais jeune et j'ai pas eu énormément de personnes autour de moi pour me dire attention, l'Irlande n'est pas comme les US. Tu ne peux pas revivre dans le passé, ne vis pas dans le passé. Avant, ça va être différent. Donc voilà, je n'ai pas eu ces conseils et voilà, c'était énormément d'excitation, mais c'était très difficile de m'adapter à la culture américaine. C'était quoi les difficultés? Pas la même façon de dire les choses. On est très transparent en France, on est très direct, on est honnête. Alors honnête. Parfois un peu trop cash. Oui. Ça peut être dur. Enfin, moi, je sais que après presque 20 ans aux États-Unis. Exactement, j'allais te le dire. Maintenant, oui. Moi, je vais pleurer, les gars, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, c'est ça. Merci de confirmer. Ça fait 11 ans cette année. Ouais. Et des fois, j'ai un peu un choc culturel avec la France. Avec la France ou des Français qui te disent des choses super clash ou qui parlent entre eux, mais d'une façon très directe. Mais en fait, ça fait mal au cœur, ça c'est méchant. Ouais, c'est clair. Donc oui, au départ, c'était assez un choc culturel sur cet aspect-là. À l'heure actuelle, j'apprécie. Il y a des choses que j'apprécie davantage. Ils contrôlent beaucoup plus leurs mots. Parfois, c'est pénible parce que tu as juste envie d'avoir... Tu vas droit au but. Voilà, exactement. Mais le shit sandwich. Comment? Le shit sandwich. Tu dis un truc sympa, le fond de ta pensée qui va être un peu plus dur et tu redis un truc sympa. Ouais. c'est ça, on commence toujours le dialogue, les Américains commencent toujours le dialogue avec amazing. Exact. But I think we could take it a little bit further. Ouais, exactement. But it's amazing, exactement. Donc il y a du positif, on va te donner la critique et ensuite du positif. Donc ce qui est très bien parce que c'est du positive reinforcement. Donc moi j'aime beaucoup. C'est ça, hein. Oui, on va vraiment te positiver tes actions, tes paroles, mais c'est vrai que des fois, t'as juste envie d'être plus cash, plus direct. Ouais,
quel est vraiment le fond de ta pensée, quoi. Exactement. Ou si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Dis-moi ici, you sucked. Ou voilà, t'as fait quelque chose qui ne va pas, tu nous as offended, tu nous as offensés. Mais voilà, donc c'était très difficile sur ce point de vue-là. J'avais aussi pas de planning. Normalement, ils sont censés te donner un planning de quand tu travailles, quand tu t'arrêtes. Ah ouais, parce que sinon c'est un peu esclavage moderne, quoi. Voilà. Donc c'était, ça a été difficile sur ce point de vue-là. Tu bossais comme dingue, ouais. Bah, je savais à quelle heure je travaillais quand je commençais, mais je savais jamais à quelle heure je terminais. Ah, c'est abusé. Ouais. Donc c'était ça tous les jours de la semaine, parfois des samedis soirs. Et effectivement, quand tu habites chez quelqu'un et que tu es ici pour ce travail, c'est très difficile de mettre en place tes boundaries, tes limites, de dire non, parce que t'es jeune, parce que t'es à l'étranger, t'es toute seule, t'es loin de chez toi, et en fait, c'est eux qui t'emploient. En théorie, ton agence d'au pair, elle est censée pouvoir te soutenir dans ces cas-là. Oui, bien sûr, sur papier. Sur papier. T'es pas censée pouvoir les appeler, leur dire, les gars, oui, alors je les ai appelés courant novembre, et la réponse que j'ai obtenue, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, à l'heure actuelle, si on veut envisager un rematch, donc changer de famille, c'est compliqué. Il va falloir on m'a dit fake it until you make it. Et c'était la première fois que j'ai été exposée avec cette phrase qui est très courante ici. C'est tu prétends d'aller bien jusqu'à temps que tu ailles vraiment bien au fond de toi. Sauf que c'est complètement con puisque ça ne sert à rien. Non, pas du tout. Ça ne change rien au problème. Donc non, ça ne change rien au problème. Au contraire, ça développe un mal-être. Et un jour, j'ai une au-pair qui m'a dit, avec qui j'étais en contact avant de partir, on est partis quasi en même temps, qui m'a dit, en fait, tu subis ta vie, quoi. Et ça, ces mots, ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais oh la vache, mais oui, en fait, je suis en train de subir ma vie, je suis en train de subir mon expérience. Parce que du coup, en plus, si t'es complètement exploitable à merci, en fait, tu vis dans la famille, mais tu vis pas à côté, en fait. Non, c'est vrai qu'au départ, j'étais exposée. Ils m'ont emmenée en week-end les premiers mois. Et puis après, il y a eu un peu un sentiment de resentment. Je sais pas comment on dit ça en français. Mais je pense que aucune idée. Mais la relation s'est développée en... C'est dégradé? Ouais, c'est dégradé, mais c'est dégradé. Et on était un peu tous saoulés. Les uns les autres. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Mais j'adorais les enfants. Je voulais pas leur faire mal au cœur. Sauf qu'arrive un moment, il faut que tu puisses te protéger toi-même. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un peu des choses avec lesquelles j'ai du mal. Avec sagesse. Oui, avec sagesse. J'apprends toujours au jour le jour. Enfin, c'est l'apprentissage d'une vie, ça. Ouais. Je pense que émotionnellement, plus on vieillit, et plus émotionnellement, ça porte. On a du poids émotionnel. Donc il faut apprendre à gérer. Mais oui, donc ça a été. C'était une expérience, mais voilà, on se renforce et puis on pivote à chaque fois. Voilà, là c'est l'apprentissage, ça ne me correspond plus, ça ne me correspond pas, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Et à l'époque, je commençais à dater quelqu'un aux US. Et t'as quand même rencontré des gens. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Non, mais oui, j'ai rencontré énormément d'au-pairs, des Américains également. Quand on sortait tous ensemble à New York, on était un bon groupe d'au-pairs à sortir à New York. Donc à l'époque, j'ai commencé à dater quelqu'un avec qui ça se passait très très bien, un peu comme les films d'amour. On s'était rencontrés lors d'un week-end à Boston. Ouais, c'était vraiment l'histoire d'amour. Tu sais, tu sors de la station de bus et le mec se rattrape par la main. Ah oui, tu t'es vécu ta comédie romantique, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, on date un petit peu. Lui, il est au pair ou il est à Boston? Non, il est américain. Non, il travaille. Alors, il venait de finir son année à Boston et il rentrait chez lui pour finir ses études dans le Maryland. Donc, il faisait ses études à distance de Boston et il travaillait en parallèle. Et là, il avait décidé de retourner dans Maryland, là où il était, pour continuer à travailler et étudier, finir son bachelor. D'accord. Donc voilà, ça se passait très très bien. C'est vraiment étrange de parler de ça. J'ai l'impression que c'était une autre vie en fait. Tu vois, j'ai un peu l'impression. C'était une autre toi un peu aussi. Ouais, complètement. Moi, je le dis souvent quand je regarde les photos de l'époque, je me dis waouh, mais c'est moi. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être la même personne que j'étais à l'époque. C'est vraiment super intéressant. Et je me demande si dans 20 ans, je dirais la même chose de moi actuelle. Bah, c'est possible, on évolue, c'est normal. Mais donc voilà, on date, mais rien de sérieux. Et après les fêtes de fin d'année,
Ouais, j'ai décidé d'arrêter l'aventure au pair. J'étais à un point peut-être dépressif, très mal dans ma vie. J'avais pris du poids, mais énorme. Oh, c'était horrible. J'ai pris du poids, je me reconnaissais plus. J'étais en mode dépression, à pleurer sans cesse. Et j'avais un ami à l'époque qui était en Nouvelle-Zélande. Et il m'avait bien évidemment accueilli en Nouvelle-Zélande. Viens en Nouvelle-Zélande, je travaille, je te trouve un poste dans l'hôtel dans lequel je bosse, mais je voulais pas travailler dans l'hôtellerie. Mais bon. Nous verrons que la suite nous dira l'inverse. Je te jure, mes choix, des fois, ça donne aucun sens. Et donc, je quitte l'aventure. Je décide de passer 2-3 jours, une semaine en Floride, prendre le soleil, puisque quand j'étais à New York cet hiver-là, on a eu l'un des hivers les plus froids. La rivière était complètement congelée. Ouais. Donc, c'était une aventure. Voilà, j'ai adoré les enfants, j'ai adoré la famille, mais ouais, j'ai été assez. T'as pas été très bien traitée, quoi. Non. Mais en fait, j'ai mis du temps à le réaliser. Et il y a beaucoup de choses d'ailleurs, mon travail, ça, tu vois, c'est super intéressant de faire cette rétrospective, que j'ai un peu l'impression d'avoir un pattern, de répéter les choses, parce que là, au travail, en fait, c'est un peu similaire. Et je me dis, mince, je suis en train de me laisser faire, en fait. Tu vois, on marche un peu dessus, et il faut que j'apprenne à être un peu plus assertive. Sauf que maintenant, tu reconnais les signes plus. Ouais, bien sûr. Vaut mieux tard que jamais. Mais j'aimerais éviter de rentrer dans ce cycle toxique, en fait. Bien sûr. Donc, c'est super intéressant. Je note, j'essaie de mettre ça dans le coin de ma tête. On y reviendra. Oui. Mais oui, donc je pars en Floride. Et là, mon date m'attend à l'aéroport, surprise. Ah oui, tu savais pas? Non. Pas du tout. Et là, je me dis, mais wow, ok, ouais, we have something going on a quelque chose, il y a quelque chose entre nous, c'est fort, c'est une histoire d'amour, de romance. Effectivement, il y avait un truc. Ouais, bien sûr. Bah après, donc, t'es en voyage maintenant avec 10 ans de recul. Voilà, hein, c'est... Ouais, mais c'est... Enfin, je veux dire, t'es à la vingtaine, ouais, c'est tout ça. est plus fort aussi. Exactement. Les hormones en ébullition, c'est la fin de l'adolescence. Ouais. Paraît-il. Non, c'est vrai que c'était un peu l'aventure, tu vois, t'es jeune, tu pars à l'étranger. Donc ouais, c'était l'aventure. Possible, c'est dingue. Ouais, ça a été longtemps ma black box, ou mon tiroir que je laisse fermer. Je n'ouvre pas ce tiroir de cette... période de ma vie, parce que effectivement cette décision de mon date a probablement été jusqu'à présent l'une des pires décisions que j'ai pu faire pour moi-même. Donc c'est vrai que ça a longtemps été un peu enfin pas tabou, mais j'évite de te replonger là-dedans. Ouais, c'est douloureux. Mon fantôme, c'est voilà, c'est ouais. Ah, moi, c'est un mot pour ça, mais bon, c'est pas grave. Je retrouverai mon français prochainement. Mais oui, c'est vrai que ouais, ça a été assez compliqué de faire ce process d'acceptation. Ça fait partie de ma vie, ce sont mes choix, et il faut les accepter et pas les ressasser. Voilà, c'est fait. Move forward, avance, prends de l'avant et tu peux rebondir. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Bien écoute, je suis restée en Floride. Je me suis dit, allez, bon ben on y va. J'avais pas envie de travailler dans l'hôtellerie en Nouvelle-Zélande de toute façon. C'était assez cher. Mais d'un point de vue visa et tout, tu pouvais... Alors on avait fait beaucoup de rendez-vous l'USCIS, l'immigration. Donc ton visa d'au pair, une fois qu'il est accordé de l'agent, il ne peut pas être révoqué. Ah ouais. On a eu l'affirmation de l'agent, non mais de toute façon votre visa vous a été granted, vous a été validé. Personne ne peut l'annuler. Donc, très bien. Donc je suis restée jusqu'à la fin de mon visa. Ensuite j'ai fait un transfert pour un B2 qui a pris 9 mois avant d'être validé. Wesh. Ouais, ça a pris énormément de temps. Généralement le B2 c'est 6 mois. Ils ont mis 9 mois pour le valider et ensuite j'avais encore 3 mois pour rester. Donc ça m'a permis de rester 1 an. Donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais aux US. Et ensuite, du coup, tout ce temps-là, t'es en Floride avec ce mec. Exactement, ouais. Donc on a pris notre endroit, enfin c'est pas un appartement, c'était une petite maison. Enfin bref. Donc ouais, on habite ensemble et ensuite on s'est mariés parce que effectivement, arrivé un moment, on écoule toutes les options. Toutes les options possibles en termes de visa. Puis ça se passait très bien. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Enfin franchement, c'était l'histoire d'amour quoi. C'était oui, t'avais pas de raison de pas y croire. Non, pas du tout. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu étendre mes visas avant. J'ai voulu faire un B2, exactement, de s'assurer exactement que tout se passe bien, que tout roule ensemble après 2 ans. Et tu fais quoi de ton quotidien du coup quand t'es en Floride? Parce que je peux le avec dire un ou B2, pas? tu peux pas travailler. Ouais, je faisais du nanny. J'étais nanny. Okay. Donc, ce qui est intéressant parce que en Floride il y a pas de problème. Donc je suis allée, très grateful.
très reconnaissante d'être en Floride parce qu'en Floride tu peux. Écoute, je réfléchis ça. Parce que c'était ça quand même une de ses craintes avant qu'on enregistre. Elle dit mais moi j'arrive plus à parler français. Je trouve mon vocabulaire très limité. Il y a beaucoup de mots français que je n'arrive plus à utiliser, mais je les lis régulièrement. Mais bon, écoute, je suis ravie que mon français soit encore de niveau. Je rentre en France en plus dans quelques jours. Je me dis j'aurais pu m'échauffer. Mais c'est pas grave, vaut mieux le faire maintenant, comme ça, après, pour éviter les annulations et projets d'été. J'en étais où? Du coup, t'es en Floride, tu fais du nanny, oui, donc nanny. Tu gardes des enfants. Donc, je garde un bébé, donc une famille, il est américain, elle est des Philippines, elle vient de Californie, elle est installée en Floride, avec son mari. C'est une richesse de culture que j'adore, mais j'adore à fond. Mais vraiment, on a une relation de famille. Voilà, ça c'était la relation de famille pour que tu voulais, exactement, exactement. C'est pour ça, c'était une relation. Le petit, on a grandi. Je me suis reconstruite avec cet enfant. J'ai enfin eu la relation de famille que je recherchais. Ça rester sur un échec plus ou moins. Exactement. Donc ça, sur ce point de vue-là, j'ai pu me reconstruire et vraiment avoir mon expérience d'être dans une famille satisfaisante. J'ai vraiment adoré. Ils étaient adorables. L'enfant, j'étais libre de l'emmener où je voulais, comme mon fils. C'était vraiment une expérience au top. Et alors, comment se passe cette aventure? Donc, vous vous mariez? Ouais, mariés. Donc, du coup, on fait les démarches. Merci de remettre ça dans la timeline. Mariés, on fait les papiers. Ça prend un petit peu de temps, mais c'était assez rapide. À l'époque? Ouais. Ça a pris 8 mois, 9 mois. Pour avoir quoi? Pour avoir une green card, une carte verte? L'autorisation de travail. L'autorisation de travail, ouais. J'ai des bouchons de liège sous les yeux des chats. Un bouchon de vin? Non, je crois que c'est un bouchon de vin. Oui, c'est ça, le liège, c'est le matériau. Ouais. C'est une bouteille de vin qu'on jette ensuite quand on est trop... quand on a bu un verre au chat pour qu'il nous laisse. Mais oui, non, c'est... anyway. Pas de problème. On va nous prendre pour des pochetrons à boire du vin. Tu viens de la Champagne en même temps, ça. Oui, c'est vrai. Oui, j'aime beaucoup le vin et le champagne, tout à fait, ouais. Énorme, on va me prn'y a pas de jugement, c'est une safe place. Écoute, j'apprécie, merci. On en a vraiment besoin dans ce monde à l'heure actuelle d'avoir build your village. Je suis toujours focus, concentrée sur construire ton village. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur au travail personnellement. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, et surtout auprès des femmes. Ça, c'est vraiment ma top priorité. Être supportive envers les autres. Donc, merci de répéter qu'il n'y ait pas de jugement. Voilà. Tu es ici, tout va bien. On t'accueille. Avec plaisir. Alors, attends, je reprends le fil. Vous mariez. Oui, on se marie, c'est ça. Pour la 3e fois, on se marie. C'est ça, non, merci. Et oui, on se marie, les papiers. J'obtiens mon autorisation de travail en octobre 2015. Je travaille mon premier job. Et d'ailleurs, j'avais même pas encore mon autorisation de travail. Mais il y avait une institution gouvernementale en Floride qui recherchait des canvasseurs. Donc, ce sont des gens qui vont dans les rues et qui essayent de... des signatures. Des signatures où, pour nous, l'initiative, c'est de remettre à jour les cartes électorales des gens que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Exactement. Donc, on est en 2015, c'est la présidentielle fin Obama. Donc là, on est en train d'élire... Clinton, Trump. Exactement, ouais. Donc, l'initiative du gouvernement de DC, de Washington DC, c'est de venir en Floride et d'essayer... Ils ont analysé quel état les cartes électorales étaient périmées. La Floride était l'un d'entre eux. Donc, ils voulaient vraiment targeter l'augmentation des cartes électorales mises à jour pour éventuellement éduquer sur l'importance d'aller voter. Donc, ça, c'était mon premier job pendant... c'était avant, C'est paradoxal, parce que toi, tu peux pas voter à ce moment-là. Non, pas du tout, et j'avais même pas mon autorisation de travail. Donc, mais c'est le gouvernement fédéral qui t'emploie. Mais oui, non, mais c'était fou, c'est fou. Mais ouais, donc c'était mon premier job, c'était vraiment top.
Donc là, j'étais beaucoup sur le campus de USF, du University South Florida, et puis j'éduquais sur l'importance de voter. Il faut mettre à jour les cartes électorales, surtout dans les campus. Ils viennent juste d'avoir 18 ans, donc il faut leur permettre. Des fois, ils bougent d'un autre endroit. Exactement. Ouais. Il faut faciliter un peu les démarches. Les étudiants n'ont pas forcément l'envie et le temps de le faire, donc voilà, on était là pour le faire. D'accord. Donc c'était mon premier job, et ensuite j'ai travaillé dans un hôtel. C'était un peu le seul. Toi qui voulais pas faire d'hôtellerie, non, mais voilà. Je trouvais pas de boulot. Tu cherchais dans quoi en fait? Plus ressources humaines. Je voulais vraiment retourner dans les ressources humaines. J'ai failli avoir un job dans un Marriott ressources humaines, mais non, c'était pas. Mon anglais n'était pas non plus parfait, mais bon, après 2 ans aux US et quasi 1 an en Irlande, je trouvais plutôt correct. Ouais. Puis avec ton mari, j'imagine que vous parliez anglais. Bien sûr, ouais. Donc je trouvais mon anglais plutôt bon, mais non, je trouvais pas de boulot, et ils m'ont clairement fait comprendre que éventuellement ils auraient une position pour moi au front desk, à la réception, mais pas aux ressources humaines. D'accord. Donc après avoir postulé quelques mois, alors j'étais assez proactive, je postulais avant d'avoir mon autorisation de travail, parce que je savais que ça allait arriver, pour essayer de gagner du temps. Après 3 mois, je tournais en rond, je voulais faire autre chose que Nani, je voulais vraiment essayer d'avoir une expérience pro valorisée aussi pour la suite. Oui, essayer mon résumé. C'est vrai que j'étais focus, très concentrée sur mon CV, Donc je travaille à la réception, et c'est fun, c'est très fun. Ah ouais, donc tu t'éclates quand même. Ouais, c'était difficile, l'adaptation était difficile, mais en fait j'étais tellement contente d'avoir un travail, mais tellement contente d'enfin être un peu professionnelle. Mais oui, c'est ça, d'être professionnelle, de partir, bien sûr. Pas pour partir t'occuper d'un enfant, mais partir au travail, avoir vraiment un job. Ouais. Et je ne dévalorise pas le fait de s'occuper d'enfants. Non, bien sûr, mais t'avais envie de faire autre chose. C'était top. Il y avait encore des gens. Il y a vraiment l'esprit camaraderie dans l'hospitalité que j'ai vraiment beaucoup aimé, plus que je ne l'aurais pensé. Mais ouais, c'était chouette la réception, et puis j'étais rapidement promue lead, et ensuite j'étais manager en duty les après-midi, donc c'était le shift. Je travaillais les soirées de 15h à 23h, mais c'était moi la manager du complexe. D'accord. Donc ça, c'était chouette, avoir des responsabilités, et l'idée, manager, ça, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce mec alors? Oui, ça a été c'est marrant, parce que c'était très longtemps douloureux de penser à cette relation, à ce parcours, et là, à l'heure actuelle. Tu veux en parler ou pas? Non, oui, on peut en parler vite fait. Donc cette relation, à partir du moment où j'ai trouvé du travail, où j'ai eu vraiment mon travail à l'hôtel, peut-être le travail, ou peut-être même mon autorisation de travail, une green card, ça s'est dégradé. Ouais, énormément. C'était une histoire d'amour parfaite, une romance parfaite qui tourne à une relation toxique, manipulatrice. Ça m'a pris du temps pour m'en rendre compte. En fait, je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais, et moi j'ai tendance à tout mettre sur moi. C'est moi la responsable. Là, tu te remets en question. Mais tout le temps. Vraiment, j'ai un problème de self-esteem. On est sur un pattern, hein. J'ai vraiment un problème de self-esteem. Il faut vraiment que je gère ça. Il faut vraiment que, c'est vrai que j'ai un pattern, j'ai un cycle qui est vraiment toxique. C'est que si j'ai quelqu'un ou même au travail, quelqu'un, c'est toujours des personnes de toute façon, qui est contre moi, ou qui m'ordonne des choses différemment de ce qui est prévu, je me renferme. Et je suis un peu dans. Tu penses que t'as fait. En fait, je pense que c'est moi qui suis la responsable de cette situation, de ce changement. Pardon. Le chat, les chats rôdent. Oui, non, mais il n'y a pas de problème en plus, mais il me fait peur. Aïe. Un jour, on fera ça en vidéo, vous verrez mes sursauts. Mais oui, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que c'est quoi qui te fait dire? Je me sens pas bien. Un peu comme l'expérience au père, en fait. Tu vois, cette genre cycle. Tu le sens au niveau de ton corps? Ça va pas. Je suis pas dans mon élément, je suis pas respectée, et je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui a du mal à m'adapter à la culture américaine? Ça allait très bien jusqu'à présent, mais là, ça fait un peu plus de 2 ans. Peut-être que maintenant, on est dans la relation un peu plus profonde, et ça clash un peu culturellement. Mais pour moi, c'était la faute de la différence culturelle. Je n'arrive pas à m'adapter. J'ai vraiment un problème. Exactement. T'en parles avec lui? Le dialogue était vraiment très compliqué. À chaque fois que je ramenais quelque chose, t'essayais d'en parler, c'était de l'énervement, donc c'est pas du tout accueillant. On parle de safe space, là il y en avait pas, quoi. C'est vraiment super. Et quand tu dates quelqu'un d'autre, quand tu
passes à quelque chose d'autre, quand tu as une nouvelle relation et que tu es dans une relation de respect où la personne t'écoute et va vraiment s'asseoir avec toi. Là, tu te dis, ça peut être différent. Mais non, au contraire, il y a un problème. Il a un problème, ce mec. Il est trop gentil, il cache quelque chose. Là, ça a été, avec Andrew, ça a été les premières années. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps avant de se marier. Parce que j'avais toujours l'impression tu compares, quoi, forcément. C'est pas normal. Non, mais oui, il y a quelque chose. Ouais, exactement. Il y a anguille sous roche. Quelque chose va exploser et là, il va révéler sa vraie personnalité. Oui, c'est un peu le red flag que j'ai eu avec mon ex. Donc, je pensais que ça allait se répéter à nouveau comme en fait l'expérience au père. Enfin, voilà, j'avais l'impression que ça se répéterait. Donc, voilà, une expérience très toxique. Et en Floride, il y a pas mal de centres pour immigrés. Donc, encore une fois, très reconnaissante d'être en Floride à ce moment-là. Donc, je pousse la porte d'un centre pour femmes immigrées qui est axé plus sur les hispaniques. Mais je me dis, moi, je suis aussi immigrée, donc je vais y aller, puis on verra bien. Et là, la nénette... Tu vas pourquoi? Tu cherches de l'aide sur l'adaptation culturelle, comment les immigrés... bien sûr, comment les immigrés s'adaptent dans un nouveau pays qui n'est pas notre langue, surtout quand on arrive dans un nouveau pays en tant qu'adulte. J'avais 25 ans quand je suis arrivée, donc voilà, je suis déjà bien façonnée de la culture française. Donc voilà, cherche de l'aide sur comprendre comment faire, est-ce qu'ils ont des outils. Et là, elle me pose pas mal de questions sur ma relation, comment je suis arrivée ici, etc. Et j'ai pas eu besoin de parler plus de 30 minutes. Pour elle, c'était clair et net. Elle m'a montré la wheel, donc la roue. Alors, j'aime pas dire ce mot, mais des abus émotionnels. Donc, pourquoi t'aimes pas dire ce mot? Alors, c'est domestic violence qu'ils appellent ça ici aux US. Alors, domestic violence, on l'assimile toujours avec de la physique, la violence physique. La violence physique, Et toi, c'était de l'abus émotionnel. Abus émotionnel, parce qu'il n'y a pas eu on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais effectivement, c'était crescendo. Elle m'a clairement expliqué les phases de ce type de relation. Alors, moi, je me suis dit, mais non, tu le connais pas, comment tu peux apporter, voilà. Ouais, t'es dans le déni un peu au début. Mais elle me montre, elle fait son travail de m'éduquer sur le sujet, de m'exposer, de au moins prendre conscience, peut-être pas prendre conscience, mais de réfléchir aux arguments qu'elle me propose. Et en plus, visuellement, avec cette roue, tu vois que c'est un cycle et que ça va avancer, quoi. Puis il y a 8 sur la roue, tu as 8 aspects, tu as 8 critères qui te disent, là où vous êtes dans une relation d'abus émotionnel, c'est dans ce genre de situation-là. Donc, c'est les 8 situations qui te sont proposées. Et si tu en as plus que 3 ou 4, tu rentres dans ce schéma. D'accord. Et là, effectivement, je lisais la roue, je me dis, putain, je suis dans la merde. Qu'est-ce que tu acceptes quand même ce qu'elle te dit? Non, pas encore. Je suis encore dans le déni. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas du tout venue pour ça, quoi. Non, et puis non, j'étais pas du tout venue pour ça. Il y a un peu la claque, la claque. Mais en fait, je voyais pas du tout ça. Je me disais, on traverse un peu une période, difficile. Effectivement, être immigrante, c'est pas facile. Les papiers d'immigration, c'est aussi compliqué, c'est stressant. Moi, je travaille des heures, inversées, donc c'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais donc voilà, je mettais ça sur le compte de fraîchement immigrée. Donc voilà, j'ai lui pardonné tout en fait un peu. En fait, la relation avait tellement commencé d'une façon tellement parfaite, magique. On n'avait pas de disputes, tout se passait très bien, on vivait très bien tous les deux ensemble. Donc c'était assez difficile de réaliser que ta relation en fait. Bien sûr. Ça se casse la figure. Il va mettre des mots aussi durs. C'est ça, exactement. De réaliser que tu es coincé dans ce cercle, dans ce cycle, et que ça fait déjà quelque temps en fait. Et puis de réaliser qu'il va falloir prendre action, parce que c'est un peu la réalisation. Ok, il faut prendre action. Cette information. Il faut prendre action. Soit on essaie d'aller mieux, ou soit arrive un moment si on peut pas changer les gens. Non, t'essayes quand même. Non, j'imagine. J'ai essayé. Mais quand on n'est pas dedans, on le sait qu'on peut pas changer les gens. C'est compliqué. Mais c'est vrai que tu t'accroches à cette relation qui avait commencé parfaitement et t'es ici, t'es aux US, t'es seule. Malgré que j'avais quand même le support de ma famille, on dialogue pas énormément. Je communique pas assez, moi, beaucoup, je communique pas. Quand ça va pas, tu te fermes? Ouais, je me ferme, je garde tout pour moi. Généralement, c'est silence radio. Donc, t'en as parlé à personne? Non, quasi personne, non. Et quand je me suis séparée,
D'ailleurs, j'en avais parlé à ma sœur et mon père parce que j'étais en France. Donc, je suis rentrée en France. Toute seule, du coup? Ouais, toute seule. On a essayé pendant quasi 1 an, on a essayé de remonter la pente et je me suis dit, non, mais moi, je peux pas vivre ma vie comme ça. Et j'ai une autre amie, je suis rentrée en France. On est allé à Paris avec ma sœur. On a revu une amie avec qui j'étais au pair à New York. Et elle m'a redit la même chose qu'une autre au pair m'avait dit. Tu subis ta relation. Ouais. Et là, je me suis dit, mais non. Et là, je savais plus ou moins que j'étais déjà dans la démarche de finir, parce que c'était abus. Tu touches le fond de la piscine, tu as un grand coup, quoi. Ouais, c'était touche le fond, ouais. Et puis moi, je suis restée au fond de la piscine pendant quelques temps quand même. Ouais. J'ai pas pu rebondir. Non, c'était abus émotionnel, mais ouais, c'était les arguments, les disputes augmentaient de plus en plus. C'était de plus en plus violent. Verbalement, ouais, exactement. Et puis oui, il y a aussi le renforcement verbal que non, que c'est de ma faute. J'ai pas eu trop de mauvais. Tu vois, je pourrais même pas dire parce que je crois que j'ai un peu mis ça aux oubliettes, à me dire, je ne garde pas ça en mémoire, j'avance. Ça va faire presque 10 ans, tu sais, quand 10 ans. 8 ans. Mais ouais, donc je rentre en France et je me ressource, je reviens un peu aux sources avec mes valeurs, je me reconnecte avec mes valeurs et j'ai ma première crise d'angoisse. La veille de revenir aux US, ma première crise d'angoisse. Parce que tu dis, je retourne dedans, quoi. Mais je savais même pas c'était quoi une crise d'angoisse. Ouais. Comment ça se manifeste chez toi? C'était des douleurs au ventre, mais vraiment une douleur au ventre. Je shakeais. On était au restaurant avec ma famille en plus. Oh là là, l'horreur. C'était les derniers repas avant de rentrer en France. Alors, je venais juste d'avoir une intervention, je venais juste d'avoir un stérilet qui venait d'être posé, donc je l'ai mis un peu sur le compte. Voilà, je l'ai mis sur le compte du stérilet, le déni d'accepter un peu ce qui se passe émotionnellement. Donc, les émotions, faut vraiment y prêter attention. Bien sûr. Voilà, notre corps, c'est bien avant nous, généralement. Bien sûr. Donc, ça, c'est les démarches que j'ai fait après, puisque tout ce qui était thérapie à l'époque, financièrement, c'était pas possible. Ouais. Donc, voilà, c'est des démarches que j'ai fait plus tard. Mais ouais, il faut vraiment écouter son corps et son gut. Donc, première crise d'angoisse, je l'ai analysé plus tard que c'était dû à ma relation. Mais je rentre aux US et mes parents, mon père surtout, mon père, ma sœur, tu rentres dans ce type de relation. Ouais. Et oui, je pense que tout le monde toutes les personnes qui te connaissent vraiment peuvent voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je rentre aux US, je rentre chez moi. Mon avion venait d'être dévié à Miami au lieu d'atterrir à Orlando. Donc, j'ai dû faire la route Miami-Tampa. Donc, je rentre après 4-5 heures de route dans un appartement avec un conjoint. C'était très étrange. Un regard j'aime pas dire ça, c'est très douloureux de dire ça, mais un peu, mais qu'est-ce que tu fais là, petite, j'aime pas dire ces mots violents, mais petite merde, tu n'as rien à faire ici, c'est pas chez toi. Et là, je me suis dit. Il t'a parlé comme ça? Non, il t'a fait ressentir ça? Ouais, c'était vraiment, il m'a ouvert la porte était fermée à clé. Donc ouais, je me suis vraiment sentie, pas accueillie, quoi. Ouais, non, pas du tout, c'était vraiment étrange. Et c'est douloureux? Ouais, je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je suis rentrée me coucher, il était déjà 2h du matin, j'avais un entretien pour un nouveau job le lendemain matin. Donc j'avais que quelques heures de sommeil avant de passer cet entretien. Je suis allée à l'entretien et je ne suis jamais rentrée. Voilà, Laetitia est partie à cet entretien et elle n'est jamais rentrée chez elle. L'histoire continue, mais vous allez voir qu'il s'est passé encore beaucoup de choses, puisqu'on a encore une petite dizaine d'années à raconter. Elle va vous raconter comment elle s'est reconstruite dans le 2e épisode qui est dédié à son parcours, qui est d'ores et déjà en ligne. Je me suis juste permise de couper et de scinder cette histoire en 2 épisodes pour rendre le tout plus digeste en fonction de vos habitudes d'écoute. Je vous retrouve donc tout de suite dans la suite de son histoire dans le 2e épisode.